Notre second invité est Jean-Frédéric Poisson. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de VIA, la Voix du Peuple et soutien d'Éric Zemmour. Avant de vous laisser avec Adrien Hardy, on aime bien faire les présentations de nos invités dans la zone Paul. Alors je vais faire la vôtre. Vous entrez en politique en 1993 après avoir rencontré Christine Boutin, ancienne présidente du Parti chrétien-démocrate. Votre premier mandat, vous le faites en tant que maire UMP de Rambouillet en 2004. Une place que vous garderez 3 ans. Vous êtes élu ensuite député de la 10e circonscription des Yvelines en 2007, un mandat que vous garderez jusqu'en 2017. Entre-temps, en 2013, vous devenez le président du Parti démocratique chrétien qui deviendra en 2020 via la Voix du Peuple. Vous vous présentez à la primaire de la droite et du centre en 2017 où vous arriverez 6e. Jean-Frédéric Poisson, vous avez annoncé votre candidature pour l'élection présidentielle de 2022 en juillet 2020 avant de vous raviser et de finalement soutenir le candidat de Reconquête Éric Zemmour. Voilà, les présentations sont faites. Adrien Hardy, je vous laisse avec Jean-Frédéric Poisson. Il s'est passé 11 jours entre l'investiture du président de la République et la nomination de la nouvelle première ministre Elisabeth Borne. C'est trop long ? Oui, c'est beaucoup trop long. D'abord, merci de votre invitation et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. C'est beaucoup trop long et surtout si c'est pour finir par nommer la personne dont on a parlé en premier, parce que si vous refaites la séquence, le nom d'Elisabeth Borne est sorti extrêmement rapidement. Et probablement que Emmanuel Macron avait la volonté et l'intention de nommer Madame Borne à Matignon dès l'origine. Je pense que nous assistons à une stratégie qui est identique à celle de la présidentielle, c'est-à-dire on fait porter le débat au fond sur les enjeux internationaux plutôt que sur les enjeux nationaux. Et cette stratégie, elle fonctionne. Ça, c'était... Je termine, et par ailleurs, pour la nomination du gouvernement, écoutez, on maintient le suspense, comme ça évite d'entrer en campagne et ça évite de parler des enjeux qui nous intéressent tous à l'occasion de ces élections législatives. C'est une forme de théâtre. C'est dommage parce que la France mérite mieux que ça. Et c'est une stratégie qui fonctionne, l'attente. En tout cas pour Emmanuel Macron, on l'a vu pendant la présidentielle. On le voit aussi lors des sondages pour les législatives. Pour le moment, c'est une stratégie qui a l'air de fonctionner pour le président de la République. Je vous dis pas que c'est au détriment de ses propres intérêts. D'ailleurs, si ça n'était pas son intérêt, il ne le ferait pas. Je pense que c'est au détriment. Encore une fois, d'abord, c'est une forme de manque de considération à l'égard du peuple français, premièrement, et ça c'est toujours choquant. Et deuxièmement, il y a, encore une fois, une volonté d'escamoter les enjeux réels qui nous attendent. Enfin, je prends à témoin nos auditeurs, si vous le permettez, mais est-ce que quelqu'un a entendu parler pendant la présidentielle ou de ces législatives de la pénurie alimentaire qui pointe son nez? Est-ce que quelqu'un entend parler de l'hyperinflation? Est-ce que quelqu'un entend parler du passeport numérique européen? Est-ce que quelqu'un entend parler de la suppression de l'argent Jean-Frédéric Poisson, on va revenir sur le nouveau gouvernement. Comment vous avez réagi à l'annonce de ce nouveau gouvernement, justement? Je n'ai pas terminé. Est-ce que quelqu'un entend parler du certificat sanitaire dont M. Breton, commissaire européen, nous a parlé? On va rester sur le nouveau gouvernement, Jean-Frédéric Poisson. Comment vous avez réagi à cette annonce? S'il vous plaît. Monsieur, excusez-moi. Je termine ma phrase simplement. Si vous me coupez à chaque fois, ça va être compliqué. Donc, je redis, les vrais enjeux qui nous attendent, qui sont déjà là, ne sont pas abordés pour le moment. La nomination tardive du gouvernement est une volonté d'escamotage de ces enjeux. Et donc, pour répondre à votre question maintenant que j'ai bien entendu, comment ai-je réagi à la nomination du gouvernement? Il y a un certain nombre de personnes que nous connaissons, d'autres que nous ne connaissons pas. Je fais pas de procès d'intention. Je vais attendre que chacun des ministres nommés fasse ses preuves, mais pendant 3 semaines, on ne les entendra pas, puisqu'ils sont soumis à des obligations de réserve, de par leur fonction et la période électorale. Maintenant, j'attends, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, comme dit l'adage, on verra bien. Simplement, je constate qu'ils sont tous très orientés sur la priorité au mondialisme par rapport aux intérêts de notre peuple et de notre nation. Et donc je suis... comme je le disais de temps en temps, vous avez aimé le quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier, vous allez adorer le second. Voilà ce qui se profile après la nomination. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont annoncé les postes du gouvernement, des élus presque essentiellement de droite et de centre-droit. J'imagine que vous êtes satisfait qu'ils soient plus de droite que de gauche? Non, je pense pas qu'en l'espèce les questions, les notions de droite et de gauche aient beaucoup d'importance. Par ailleurs, Madame Borne est une femme de gauche très clairement. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale est un homme de gauche. Beaucoup de gens qui occupent des postes clés, sont issus de la gauche française. Donc, ça n'est pas si net que ça. Et par ailleurs, encore une fois, le sujet n'est pas de savoir si on est de droite ou de gauche. Le sujet est de savoir si on est prêt à défendre les intérêts français. Dans un contexte international très compliqué, ça je le reconnais bien volontiers,
ou alors si on est là pour autre chose. Et je crains qu'il soit issu de la droite ou issu de la gauche, qui, de mon point de vue, n'a plus beaucoup d'importance. Je pense encore une fois que les gens qui ont été nommés aujourd'hui s'occuperont assez peu, malheureusement, des intérêts des Français. Jean-Frédéric Poisson, vous avez fait partie de l'UMP. En 2017 comme en 2022, plusieurs membres de l'UMP ont rejoint Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe et plus récemment Damien Abad. En tant qu'ancien de l'UMP, comment vous ressentez ça ? Je pense que nous avons sous nos yeux la raison, l'explication de la désaffection des Français à l'égard de cette grande formation politique qui a donné 5 chefs d'État à la France. Je ne sais pas combien de ministres et des milliers, et pour ne pas dire des dizaines de milliers d'élus locaux. Faute d'avoir une ligne politique claire, les Républicains sont en train de s'affadir et de s'effondrer sur le plan national. Ça reste, ne nous méprenons pas. Le Parti des Républicains aura un groupe parlementaire quoi qu'il arrive à l'Assemblée, il en a déjà un au Sénat. Il tient les 2/3 des départements français, la moitié des régions, je ne sais pas combien, peut-être 60% des villes de plus de 30 000 habitants. Donc ce parti ne s'effondrera pas. Il devient durablement incapable de piloter les affaires nationales tant qu'il n'a pas décidé de trancher sur une doctrine politique. Si Emmanuel Macron vous avait proposé un portefeuille ministériel, vous auriez voulu lequel ? Je n'aurais même pas, d'ailleurs, aucune chance que ça se produisit, premièrement, et deuxièmement, je ne travaille pas avec les gens dont je ne partage pas le projet politique. Justement, le meilleur moyen de faire bouger les choses, c'est pas en étant ministre, justement ? Non, pas du tout. Quand on veut faire, on est engagé en politique pour défendre des convictions en cohérence. On n'est pas engagé en politique pour se ruer vers un portefeuille dès qu'il se présente. Quel est donc le meilleur moyen de faire bouger les choses en France, si ce n'est pas en étant ministre ? C'est dans le sens qu'on veut, c'est de participer à un gouvernement qui partage votre vision, et s'il n'y a pas de gouvernement qui partage votre vision, c'est de le dénoncer. Voilà, ça s'appelle le jeu majoritaire. Zemmour refuse de dire que Elisabeth Borne est première ministre car il trouve ça moche. Pour vous, elle est première ministre ou premier ministre ? Très franchement, je souhaite pas qu'on passe plus de 10 secondes sur cette question parce que ça n'a aucune importance. Il y en a qui préfèrent mettre l'accent sur le fait que Madame Borne est une femme, ce qui n'échappe à personne. D'autres qui préfèrent insister sur le fait que Premier ministre est une fonction. Comment dire. Mais pour vous, Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous appellerez Elisabeth Borne Madame la Première ministre ou Madame le Premier ministre ? Moi, je considère que la fonction prime sur la personne, donc je dis Madame le Premier ministre, Madame le ministre, Madame le député, Madame le maire. J'ai toujours fait ça. On peut me demander beaucoup de choses, mais pas de renoncer au respect intégral de la langue française en l'espèce. Merci Jean-Frédéric Poisson. Vous restez avec nous. La Zone Paul continue dans quelques instants. Zone Paul. Le président de Via la Voix du Peuple et soutien d'Éric Zemmour, Jean-Frédéric Poisson, est toujours avec nous et continue de répondre aux questions d'Adrien Hardy. En 2017, vous avez eu 1,5% au premier tour de la primaire à droite. Cette année, vous avez retiré votre candidature à la présidentielle pour soutenir Éric Zemmour. La présidentielle, c'est pas pour vous. Jean-Frédéric Poisson, vous nous entendez ? Alors, on doit avoir quelques soucis de son, on va essayer parce que... C'est bon, on vous entend. Allez-y Jean-Frédéric Poisson. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. La présidentielle, c'est pour toutes les personnes qui veulent présenter aux Français un projet politique dans lequel ils croient, et puis les électeurs décident. Ça s'appelle la démocratie, mais il est normal de pouvoir défendre devant l'opinion publique la vision de la France qu'on défend. Après, le résultat appartient aux électeurs, pas aux candidats. Des candidats de Via, la Voix du Peuple, votre parti, vont être investis par Reconquête aux législatives. Sans leur soutien de Reconquête, vous n'auriez eu aucune chance ? Ça dépend de ce qu'on vise, encore une fois. Moi, je ne me fais pas d'illusions. Je sais bien que notre formation politique ne fait pas partie des formations les plus grosses de la vie politique française, même si nous avons, avec une dizaine de milliers d'adhérents, sans doute, sous ce rapport, nous pouvons souffrir la comparaison avec beaucoup de nos camarades. Mais la question, encore une fois, est de savoir pourquoi vous vous battez. Et qu'est-ce que vous visez, justement ? Il y a deux écoles. L'école qui dit il faut se bagarrer pour gagner, et l'école qui dit il faut se bagarrer quand on a des idées à défendre. Nous sommes de la seconde école. Que si nous gagnons, c'est bien. Si nous ne gagnons pas, on aura au moins eu
la satisfaction d'aller défendre nos idées devant les gens qui sont prêts à les écouter. Reconquête ne dépasse pas 6% dans les sondages sortis jusqu'à aujourd'hui pour les législatives. Vous restez quand même confiant? Oui, enfin, encore une fois, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, nous parlons, vous et moi, de deux choses différentes. Vous me parlez du résultat, moi je vous parle des convictions. La période dans laquelle nous entrons, et je dis ça particulièrement pour vous et tous ceux qui sont de la génération qui, si j'en crois les apparences, vient après la mienne, vous allez avoir à vous prononcer sur des sujets extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Ce qui va se passer dans les années qui viennent impacte votre avenir dans des proportions que sans doute vous n'imaginez pas. Et donc, la question, elle est simple. Soit effectivement, on considère que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui nous ont pour une grande part mis dans cette situation qui met en danger votre génération, la mienne, elle n'est pas à l'abri parce que personne n'est à l'abri de rien, mais disons que notre vie est derrière nous plutôt que devant. C'est pas votre cas à vous et à la majorité de nos auditeurs. Je termine. De deux choses l'une. Soit vous considérez que ceux qui ont gagné, c'est-à-dire Emmanuel Macron et sa bande, et qui nous ont assez largement, avec leurs prédécesseurs, mis dans cette situation qui vous met vous en danger, on les laisse faire parce qu'ils ont gagné. Première option. Deuxième option, je continue de croire que, en m'adressant à tous ceux qui sont prêts à nous écouter, il y a peut-être quelque chose qui peut réveiller un réflexe au moins d'interrogation, d'intérêt, de critique à l'égard de ce qui est en train de se dérouler. Et donc la campagne législative sert à ça. Le résultat, je vais vous dire, cher monsieur. Mais c'est avec le résultat qu'on peut mettre en place des propositions. Non, vous savez bien, enfin vous voyez bien comment ça se passe, ou alors il va falloir que je revienne pour débattre avec vous de la manière dont fonctionnent les institutions. Le député que j'ai été pendant 2 mandatures avait encore la possibilité, par des amendements et le débat parlementaire, de faire bouger les choses, même à la marge quand on est dans l'opposition. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous voyez bien que les choses vont se passer dans la rue, pas à l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale, c'est malheureux. C'est devenu une forme de péripétie de la vie institutionnelle. C'est très malheureux, mais c'est ainsi. Donc les choses vont se passer en dehors des institutions. C'est extrêmement dangereux, mais c'est ce qui va se passer. En 2017, le Rassemblement National, autrefois Front National, avait réussi à avoir 33,90% des voix avec Marine Le Pen au second tour. Après les législatives, seuls 7 députés élus faisaient partie du Rassemblement National. Cette année, Jean-Frédéric Poisson, il va se passer la même chose pour Reconquête? Si Reconquête obtient 7 ou 8 députés, ce sera bien. Ce serait une victoire? Et ce sera une bonne surprise, en tout cas, oui, bien sûr. Parce qu'avec le socle, le solde présidentiel et le score d'Éric Zemmour, qui était un score plus qu'honorable au premier tour, c'est difficile d'envisager d'avoir davantage d'élus que ça. Mais encore une fois, l'Assemblée nationale est un des éléments de la vie politique en France. Elle est devenue un élément parmi d'autres. C'est malheureux. Je suis triste de vous dire ça, moi qui ai vécu, avec passion mon mandat de parlementaire. Alors pourquoi vous continuez d'investir des élus alors aux législatives? Et parce que, comme je vous dis, c'est un des éléments, ça n'est plus l'élément dominant ni le seul. C'est un élément parmi d'autres. Il y a aussi la stratégie médiatique, il y a l'action militante qu'on fait dans la rue, il y a les messages qu'on est capable de délivrer par des moyens plus traditionnels, il y a les recherches de marketing direct et de lobbying direct, il y a aujourd'hui plein d'outils. D'ailleurs, votre présence et notre dialogue ce soir en est la preuve, cher monsieur. Il y a 15 ans, vous n'auriez pas existé, vous n'auriez pas fait de radio internet et je ne serais pas en train de vous répondre. Les choses ont changé. Aller en terrain conquis comme Éric Zemmour le fait en se présentant à Saint-Tropez, c'est le seul moyen pour vous d'espérer avoir un élu à l'Assemblée nationale? Oui, je ne sais pas, je n'habite pas Saint-Tropez, je suis pas dans la circonscription, c'est pas moi qui fais campagne. Mais aller en terrain conquis, c'est le seul moyen d'avoir des élus à l'Assemblée nationale? Aller en terrain conquis? Il n'y a pas de terrain conquis, monsieur, dans l'électorat. Les électeurs font ce qu'ils veulent à chaque élection et très présomptueux est celui qui considère que parce qu'il a fait un bon score, il va être élu. Ça n'existe nulle part, cette affaire. Donc il a quelques chances d'être élu, ce serait bien qu'il le soit. Cela étant dit, encore une fois, il va se passer dans ce quinquennat beaucoup de choses en dehors de l'Assemblée, donc il ne faut pas négliger l'Assemblée nationale législative, mais il faut être conscient par ailleurs du fait que beaucoup de choses vont se passer en dehors de cette Assemblée. Le RN a réussi à convaincre plus de monde que Reconquête à la présidentielle, on le voit aussi dans les sondages dernièrement pour les législatives. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas concrètement pour Reconquête? Bon, la question est qu'est-ce qui empêche la droite française de faire la même chose que ce que la gauche française a fait? C'est ça la vraie question. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que M. Jacob
Madame Le Pen et Monsieur Zemmour ne sont pas capables de faire ce que Monsieur Faure, Monsieur Mélenchon et Monsieur Bayou ou Monsieur Jadot ont réussi à faire de leur côté. C'est ça la question. Et Monsieur Mélenchon est en train de renvoyer à la droite française, qu'elle soit nationale, conservatrice c'est notre cas, ou libérale, comme c'est le cas plutôt des Républicains, ou centriste. Monsieur Mélenchon est en train de nous renvoyer une image d'échec dont je pense que nous aurons beaucoup de mal à nous remettre. Vous étiez pour une union, vous, Jean-Frédéric Poisson? Vous étiez pour une union de la droite? Excusez-moi, je termine. En face de ce bloc centriste qui est uni, de ce bloc de gauche qui est uni, comment se fait-il que le bloc des droites ne peut pas s'unir? C'est ça la vraie question, et je pense que ce sont davantage des questions de personnes qui prédominent, et j'en suis extrêmement malheureux. Rapidement, Jean-Frédéric Poisson, oui ou non, est-ce que vous étiez pour une union de la droite? Oui, bien sûr, je milite pour ça depuis 5 ans, et au-delà, je constate en tout cas que à gauche, on sait parfaitement mettre de côté les différences, faire en sorte qu'on s'entende sur l'essentiel, constituer. On l'a bien compris, ce que n'a malheureusement pas réussi à faire la droite française. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que vous êtes le président de Via la Voix du Peuple et soutien d'Éric Zemmour. Zone Paul.